Bonjour et bienvenue sur le coin Stade, le coin où on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui les amis, c'est le jour 70 de notre challenge 100 jours de machine learning où je partage avec vous une vidéo tous les jours pendant 100 jours pour pouvoir vous aider à passer de 0 à 1 en matière de data science. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment implémenter les modèles d'ensemble learning pour pouvoir faire de la régression en Python. Dans le cadre de cette démo, on va utiliser la base de données California Housing qui est disponible sur Kaggle. Juste ici, on a déjà fait pas mal de modèles avec cette base de données, arbre de décision, Random Forest. Donc maintenant, on va faire AdaBoost, XGBoost, LightGBM et CatBoost pour pouvoir voir comment marchent concrètement ces différents modèles. Quels sont les paramètres importants à optimiser lorsqu'on travaille sous Python? On va commencer déjà par décrire le jeu de données. Vous avez ici la longitude, la latitude, l'âge médian des bâtiments, le nombre total de pièces et la variable qui va nous intéresser ici, c'est le prix médian de la maison dans l'état considéré. On commence bien évidemment par importer la base de données que vous avez déjà sur mon GitHub, disponible en commentaire bien évidemment. Comme toujours, j'insiste sur ce point parce que c'est capital, c'est central. À chaque fois que vous voulez faire un modèle de machine learning, il faut toujours commencer par décrire les données, vérifier les valeurs manquantes, vérifier les valeurs aberrantes, corriger les valeurs manquantes s'il y en a, déterminer le type, vérifier les valeurs aberrantes, corriger, discuter avec les experts métiers pour voir avec les experts si les valeurs que vous avez obtenues sont cohérentes ou pas, vérifier la sélection des variables, valider avec les métiers. C'est ce qu'on fait en général dans la pratique. Il y a beaucoup d'allers-retours sur le data pre-processing. On transforme les variables s'il en faut, logarithmique, exponentielle et autres. Les transformations pertinentes, comme je dis toujours, on vérifie les valeurs manquantes, on décrit les variables en regardant à peu près les distributions, on regarde les boxplots pour voir les valeurs extrêmes, on analyse la relation avec la variable qui va nous intéresser en général et ainsi de suite. Bref, prenez énormément de temps pour analyser, sélectionner vos variables. Dans cet exercice, on ne va pas le faire, mais j'insiste énormément sur ces points dans ce challenge parce que c'est la base en machine learning. Lorsqu'on fait un modèle, il faut prendre le temps de comprendre la donnée, comprendre la définition des variables, comprendre comment c'est calculé, comment c'est obtenu, quelles sont les sources, prendre le temps de bien analyser, prendre le temps de comprendre les relations entre les différentes variables, prendre le temps de sélectionner les variables. Donc ici, on va passer à la modélisation du prix des biens immobiliers avec l'ensemble des variables que j'ai citées plus haut. On va transformer la variable qualitative qui est la proximité par rapport à l'océan en faisant du one-hot encoding. En général, ça fait également partie du pré-processing. Est-ce qu'on fait du label encoding, du one-hot encoding, du target encoding? Bref, choisir le bon encodage nécessaire pour avoir des variables qualitatives de qualité dans son modèle. On divise les variables en deux. Ici, X, c'est l'ensemble des variables qu'on souhaite utiliser pour faire l'explication, c'est-à-dire la longitude, le prix médian ici. Et Y, c'est la variable qu'on souhaite prédire, c'est-à-dire le prix médian des biens immobiliers. On divise toujours la base de données en train et la base de données en test et si possible une base de validation pour pouvoir se rassurer que le modèle qu'on vient de développer ne surapprend pas. Attention, la division train-test n'empêche pas le surapprentissage, ça permet uniquement de détecter. C'est la raison pour laquelle on divise en deux. Un conseil sur le plan pratique, en général, lorsqu'on veut faire du pré-processing ou encore de la sélection des variables, on se base uniquement sur la base d'apprentissage parce que on ne veut pas que la base de test ait été utilisée pour construire le modèle. C'est la raison pour laquelle, même pour le pré-processing, on doit se baser uniquement sur la base d'apprentissage. Donc, retenez bien ça, c'est important. Lorsque vous voulez scaler les variables, ça se base exclusivement sur la base d'apprentissage. C'est pour ça qu'elles sont les notions de pipeline. On verra peut-être ces concepts de pipeline plus tard, mais ici, je vous montre comment on met en place un modèle de façon directe. Ici, je ne veux pas lancer la partie arbre de décision. Je vais aller directement sur la partie AdaBoost, qui est le premier modèle ensembliste que nous avons vu ensemble. On a vu ensemble qu'AdaBoost est un processus itératif où à chaque étape, l'objectif du modèle entraîné est d'améliorer les prédictions des mal classés par le modèle précédent en augmentant la pondération de ces individus. En général, on met un poids plus important aux observations mal classées à chaque étape pour améliorer leur prédiction. C'est ça le principe central d'AdaBoost. Pour construire un modèle AdaBoost en Python, vous avez le package scikit-learn, vous avez dans le module ensemble, vous pouvez importer AdaBoost Regressor parce qu'on veut mettre en place de la régression. Bien évidemment, on commence d'abord par instancier un objet de type AdaBoost Regressor. Ici, j'ai mis Decision Tree Regressor parce que ce sera le modèle de base. AdaBoost, en général, on fonctionne avec des arbres de décision qui font légèrement mieux que le hasard. Les arbres de décision avec une seule division dans la pratique. Une fois que j'ai instancié mon objet AdaBoost, il faut maintenant que je choisisse les paramètres à optimiser. Ici, j'optimise deux principaux paramètres. Le premier paramètre qui est très important, c'est un estimator, c'est-à-dire le nombre d'arbres de décision, d'arbres de régression que je vais introduire dans mon modèle
AdaBoost. C'est important de tuner ce paramètre parce que si vous mettez un nombre d'arbres de décision trop important, votre modèle va surapprendre. Si vous mettez un nombre d'arbres de décision trop faible, le modèle va sous-apprendre. Il faut trouver le juste milieu. Deuxième paramètre important qu'on va optimiser, c'est le learning rate, qui est le taux d'apprentissage, qui va réduire la contribution de chaque classifieur. Ici, si le taux d'apprentissage est trop grand, on peut surapprendre aussi. Si c'est trop faible, on peut sous-apprendre. C'est pour ça qu'il faut choisir le juste milieu entre les deux. Pour ça, on va mettre en place Grid Search, c'est-à-dire de la validation croisée, pour pouvoir avoir le modèle le plus efficace possible. J'exécute tous les codes pour avoir les résultats. Ça va prendre un peu de temps. Notre modèle AdaBoost a terminé de tourner. Ici, on a les meilleurs paramètres. Learning rate à 1. Estimator, c'est-à-dire le nombre d'arbres de décision à 200. Maintenant, on va évaluer les performances de ce modèle. J'ai défini ici une fonction qui permet d'analyser le R2, la RMSE et la MAE sur les deux bases train et test. J'applique cette fonction juste là. Ici, on se rend compte que le modèle qu'on vient d'entraîner a 99% de R2 sur la base d'apprentissage et 82% sur la base de test. On peut dire qu'il y a un léger surapprentissage parce que le R2 est beaucoup plus élevé sur la base d'apprentissage que sur la base de test. Et si on analyse même la MAE ou encore la RMSE, vous voyez qu'il y a un fossé entre la base train et la base de test. Donc on peut voir que ce AdaBoost, peut-être les paramètres que j'ai mis ici ne sont pas suffisants. N'hésitez pas à tester de l'autre côté avec plus de paramètres pour voir si vous avez de meilleurs résultats. Mais globalement ici, on a des RMSE, des MAE qui sont complètement différents. On a divisé presque par 2, comme vous le constatez ici. Et c'est quand même énorme. Maintenant, on va voir ensemble l'importance des variables dans ce modèle. Pour ça, vous récupérez le meilleur modèle avec gridsearch.bestestimator. Vous récupérez les features importantes qui donnent à peu près quelles étaient les variables qui étaient les plus importantes pour pouvoir prédire les différentes variables. Vous avez feature importance ici. Et ensuite, on va exécuter ceci pour avoir à la fois le graphique et le tableau. Vous voyez que pour pouvoir prédire le prix des biens immobiliers, la variable la plus importante, c'est déjà le niveau de revenu médian dans la ville, la longitude, la latitude et la proximité à l'océan. Vous avez également la taille de la population, nombre d'habitants. Voilà le modèle AdaBoost dans sklearn. Vous avez globalement les paramètres ici optimisés. Vous pouvez juste importer AdaBoost Regressor pour assurer que vous avez fait de la validation croisée pour pouvoir choisir les meilleurs paramètres et normalement tout marchera bien. Maintenant, on va essayer de mettre en place le modèle XGBoost pour voir si on arrive à faire beaucoup mieux en termes de R2 ou RMSE sur les deux bases. Pour faire un modèle XGBoost en piston, il faut importer le package XGBoost qui est juste là. Donc, je vais exécuter ça. Ensuite, ici, j'ai fait secrètement parce qu'il y avait des erreurs lorsque j'ai lancé le code, mais globalement, c'est pour enlever les caractères spéciaux sur le nom de mes variables. Une fois que c'est fait, je peux mettre en place les paramètres optimisés. Comme toujours, déjà, j'ai instancié un objet de type XGB Regressor parce qu'on veut mettre en place une régression random step égale à 42 parce que je vais fixer la graine de telle sorte que le modèle que je vais estimer sera toujours le même. Les paramètres à optimiser les plus importants, déjà le nombre d'arbres de décision comme dans AdaBoost, la profondeur de ces arbres. Ensuite, on aura également le mean child weight qui va contrôler en quelque sorte le surapprentissage. Plus la valeur est élevée, plus le modèle sera conservateur. Ce que j'ai mis ici, donc je vais exécuter ceci. Maintenant, je mets en place Grid Search CV ici. Ici, je mets XGB Regressor. Je mets les paramètres que j'ai instanciés juste ici. Validation croisée pour pouvoir mettre en place ma grille de recherche. Time pour compter le temps. Je fais un point fit pour entraîner toutes les différentes possibilités que j'ai mis en place et à la fin, je compte le temps final, j'exécute, ça va prendre quelques secondes. Le modèle a terminé de s'exécuter. Ici, vous avez learning rate à 0,1, max def 7, mean child weight à 5, n estimator à 500. Ça, ce sont les meilleurs paramètres qui ont été trouvés, c'est-à-dire qui optimisaient le critère comme la RMSE qui a été mis en place. Une fois que c'est fait, on évalue les performances de ce meilleur modèle entre guillemets et on se rend compte ici que XGBoost surapprend un peu moins que AdaBoost qu'on a fait précédemment parce qu'on a un R2 à 0,97 sur la base d'apprentissage et 82% sur la base de test. Et en termes de RMSE, ici, c'est vrai que la différence est toujours importante. Donc, il y a quand même un léger surapprentissage sur ce XGBoost. Donc, n'hésitez pas à augmenter le nombre de paramètres que j'ai mis ici pour avoir un modèle un peu plus efficace. On analyse toujours l'importance des variables juste ici avec Grid Search CV Best Estimator Feature Importance pour avoir les variables qui ont servi à construire le modèle. Vous avez ici l'importance des variables. C'est pas le même ordre qu'on avait dans AdaBoost ici, mais il y a la variable de median income qui est en deuxième position dans notre modèle de XGBoost. Donc globalement, AdaBoost, XGBoost, on a quand même un léger surapprentissage de vos côtés. N'hésitez pas à changer les paramètres pour voir si vous arrivez à quelque chose de plus intéressant. Nous allons maintenant voir ensemble ce que le modèle LightGBM va nous donner. Vous avez le package sous Python LightGBM et dans ce package, on va importer LGBM Regressor pour dire qu'on veut faire de la régression. Pour la classification, c'est LGBM Classifier. Une fois que c'est fait, on importe des différents éléments. On va également préciser les paramètres qu'on souhaite optimiser. Vous avez ici la profondeur de l'arbre, le nombre d'estimateurs, c'est-à-dire le nombre
d'app et le learning rate. J'exécute ceci. Une fois que c'est fait, pareil, grid search, je mets mes paramètres. Là, je mets mon modèle, validation croisée, et je compte le temps de calcul que ça va faire parce qu'ici, j'ai mis grid search.fit pour pouvoir entraîner le modèle sur ma grid search. Et ensuite, j'affiche les meilleurs paramètres. Là, c'était un peu plus rapide parce que j'ai pas mis beaucoup de paramètres non plus. Mais en général, dans la pratique, c'est vrai que LightGBM est souvent connu pour être rapide. Et les meilleurs paramètres, on a learning rate à 0,1, max def à 30, et estimateur à 300. On évalue les performances sur la base d'apprentissage et la base de test. Ici, j'exécute. Et en termes de performance, on a déjà un modèle qui surapprend un peu moins que XGBoost et AdaBoost. Vous voyez que le R2 ici, il est de 92% sur la base d'apprentissage et 84% sur la base de test. C'est beaucoup plus élevé, c'est plus élevé que XGBoost ou AdaBoost. Si on regarde ici XGBoost, on était un R2 autour de 82% là. Et pareil pour XGBoost. Donc vous voyez qu'ici, avec l'IGBM, non seulement le temps d'exécution était plus rapide, mais en plus, on a des performances qui sont plus intéressantes avec moins d'overfitting, que ce soit en termes de RMSE, MAE, on a des MSE, MAE plus faibles globalement. Donc si on regarde l'importance des variables qui ont servi à faire ce modèle, la variable la plus importante, c'est la latitude, la longitude, median income qui revenait souvent dans les deux premiers modèles, est ici en 3e position. Donc voilà l'implémentation du modèle LightGBM en Python pour faire de la régression. N'hésitez pas à toujours bien choisir les meilleurs paramètres. En termes d'approche, la différence entre LightGBM et XGBoost, c'est surtout dans la manière dont les arbres sont construits. En XGBoost, on utilise une approche depth-wise et en LGBM, c'est une approche leaf-wise. N'hésitez pas à regarder la vidéo qu'on a fait sur le sujet pour avoir la différence entre les deux approches. Ça fait juste là. On va tester également CatBoost. Vous avez également le package CatBoost. On importe ici CatBoost Regressor parce qu'on veut faire de la régression. En classification, c'est CatBoost Classifier. Je pense que vous voyez déjà la logique de pouvoir faire des modèles sous Python. On instancie l'objet CatBoost Regressor ici en fixant la graine pour éviter que les résultats ne changent. Et ici, les paramètres optimisés, vous avez la profondeur de l'arbre, le nombre d'itérations, c'est-à-dire le nombre d'arbres et le taux d'apprentissage comme dans les modèles précédents. J'exécute ceci. Et j'entraîne cela sur plusieurs grilles pour pouvoir avoir les meilleurs paramètres. Grid Search CV, CatBoost, Param CV et autres. Là, je ne sais pas si c'est fini, ça tourne encore. Voilà, vous avez ça terminé de s'exécuter. Ici, vous avez le temps, ça a pris 14 secondes. C'était un peu plus rapide que XGBoost ou encore AdaBoost. Et les meilleurs paramètres, on a la profondeur à 8, nombre d'arbres de décision à 300, learning rate à 0,1. En termes de performance pour CatBoost, ici, on a un AUC à 89% sur la base d'apprentissage, 83% sur la base de test. On voit que le modèle CatBoost, c'est celui qui surapprend encore le moins parce que en termes de performance, c'est à peu près similaire entre les deux bases de données. Il fallait choisir un modèle parmi les trois. Moi, j'aurais tendance à choisir le modèle CatBoost parce qu'en termes de performance, on a un modèle qui est plutôt relativement stable sur la base d'apprentissage, sur la base de crâne, avec 83% de R2 et avec des RMSE qui sont assez proches. On va regarder toujours l'importance des variables. Quelles sont les variables qui sont importantes ici? Vous avez ici le salaire médian dans la ville, la longitude, la latitude. Ça rejoint à peu près ce qu'on a vu dans AdaBoost. Donc voilà globalement ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Retenez bien que pour pouvoir faire des modèles de boosting en Python, on va toujours optimiser des paramètres, choisir les paramètres qui vont optimiser le critère qu'on aura défini. En général, dans la plupart des modèles, les variables les plus importantes sont la profondeur de l'arbre, le nombre d'itérations et le taux d'apprentissage. N'hésitez pas à reprendre ce notebook, tester de votre côté pour voir si vous avez en général les mêmes performances. Une question pour vous qui est arrivée à la fin de cette vidéo. Selon vous, parmi les modèles suivants, XGBoost, AdaBoost, CatBoost et LightGBM, quels sont les modèles de gradient boosting? J'attends vos réponses en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous rattraper sur les 69 précédentes vidéos qu'on a déjà réalisées sur ce challenge. En attendant la vidéo du jour 71, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite du challenge. Bye.